Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bon patriotes, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens, C'est mon devoir de citoyen. Je vais avec nous voir. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. On est ravis de vous retrouver comme chaque lundi avec les vraies voix citoyennes. Le G500, j'allais dire le Z500. le sommet citoyen. Et Aurélie Gros est avec nous. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Avec accompagné comme à chaque fois. C'est un binôme. L'un sans l'autre ne fonctionne toujours moins bien. Stéphane Pellet est avec nous. Ah, ça c'est gentil. Sympa pour la semaine dernière. Ouais. Oui, vous étiez seul la semaine Oui, c'est dernière. vrai. J'ai dit un petit peu moins bien. Non, J'ai dit- l'audience a chuté de moitié. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Règlement de compte à OK Sud Radio. Ah bah oui, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. En tout cas, c'est un bel engagement que vous pourrez découvrir les 8, 9 et 10 juin à Marseille avec plus de 1000 associations. Le G500 réunit toutes ces associations histoire de parler, d'échanger sur des sujets. Et d'interpeller les décideurs. Ouais, il me surtout, semble. Oui, surtout. surtout interpeller les décideurs, 1000 peut-être. associations, ça commence à faire du monde, Stéphane Pellet. Ouais, c'est grâce Oui, à Sud on a Radio. calculé entre 700 et 1 million de sympathisants. Et puis, on a même calculé, vous savez, les fameux likes qu'ont Oui. tous ces gens-là sur leur plateforme, L'engagement, les comme on dit. réseaux sociaux. Eh bien, on est à 1,5 million quand on calcule tout ça avec toutes nos associations présentes ou représentées, ou aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux, parce que vous le savez, nos fameuses conférences, etc., on pourra les suivre en direct. Ah, ça c'est bien, Voilà. ça c'est une très très bonne idée pour ceux qui ne Donc, pourront on vous pas être verra là. aussi à la Ouais. télé. Ça nous flatte. Ah ouais. Mais c'est mieux de les voir en vrai, donc il faut s'inscrire sur les toucher. www.sommetcitoyen.fr. Absolument. Et dans la même lignée, on a organisé avec Sud Radio les trophées Sud Radio de l'initiative citoyenne. Et donc avec les vraies voix citoyennes et le G500, le sommet citoyen, nous organisons ce grand concours pour apporter un éclairage et un soutien aux associations citoyennes qui se démarquent par leur engagement quotidien. Et on en profite pour embrasser bien sûr tous les bénévoles de France qui s'engagent, leur créativité et leur impact positif sur la communauté. On avait déjà évoqué 2 associations, une la semaine dernière, Stéphane Pellet. Au tout début, le 8 mai, c'était l'équipage solidaire. Et puis, la semaine passée, c'était Aurélie qui vous avait présenté. Oui, Stéphane. C'est ça, vous avez oublié? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La semaine dernière, C'était- l'équipage solidaire, c'était la première. Et, Et la deuxième. on va y Eh revenir. bien, c'était donc nos amis les extraordinaires. Ah, les extraordinaires. Les extraordinaires, Tellement comment- extraordinaires. Absolument. Les Ça, brigades extraordinaires. ça met un petit peu de Voilà. suspense. Allez, au sommaire de cette émission, les amis, on va revenir sur cette 3e association sélectionnée pour le trophée Sud Radio de l'initiative citoyenne. Il s'appelle les Médecins Solidaires. C'est un collectif de médecins généralistes qui lutte contre les déserts médicaux avec des solutions hyper simples. En tout cas, une solution simple et inédite, permettre à des médecins d'exercer une semaine dans un de leurs centres de santé. Et Médecins Solidaires se charge de tout. Et ça, c'est très, très, très intéressant. 25% des Français renoncent à des pratiques culturelles pour des raisons financières. Tout type passeur d'art utilise l'art comme outil social en créant des orchestres d'enfants et jeunes dans des milieux où l'accès à l'art est inexistant. Jean-Claude Decalonne, président de l'association, est avec nous pour en parler. Et puis notre coup de cœur. 2023, 9 gendarmes décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Les képis Pescalune prennent soin des familles touchées par un drame ou par une pathologie. Un petit retour sur l'opération du bleu dans les yeux qui a eu lieu au mois de mai dernier. Lise Combe sera avec nous dans quelques instants. En tout cas, vous pouvez bien entendu réagir. Vous pouvez voter sur notre compte Twitter et vous pouvez voter absolument sur notre site internet Sud Radio pour les trophées de Sud Radio à l'initiative citoyenne. Et on en parle maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et donc il y a 2 semaines, maintenant 3, c'était l'ouverture officielle de ces trophées Sud Radio, l'initiative citoyenne. Plusieurs associations l'a dit justement sur l'impact, l'engagement. Trophée Sud Radio, important de s'engager auprès du G500. Juste avant de parler aux médecins solidaires, Stéphane Pellet, l'important justement de mettre en lumière tous ces gens, toutes les semaines, finalement contribuent d'une part à leur permettre d'obtenir des dons plus facilement, à les faire connaître et surtout à rendre hommage à tous ces gens qui s'engagent. Et oui, et puis surtout
surtout à faire naître des vocations. C'est ça qui est assez génial. Vous savez, on fêtera certainement ensemble, à la toute fin juin, on sera pas loin d'une centaine d'associations qui sera passée dans l'émission Les Vraies Voix Citoyennes. Donc, ça, c'est assez génial. Et pour fêter, on est toujours parti. Et puis, il y aura aussi... Vous avez de la solution hydroalcoolique ou alors vous avez de l'évian sur la table. C'est un peu tristounet. Alors, on a aussi, vous vous souvenez, les coups de cœur qui nous permettent à Aurélie Gros et moi-même de passer ensuite des coups de téléphone dans les ministères, auprès des cabinets, parce que des fois, il faut accélérer certaines choses. Et c'est comme ça qu'on a eu quelques belles réussites. Et puis, il y a ces trophées que vous allez voir, ils seront dotés de quelques jolis cadeaux. Bien sûr, il y aura un seul gagnant, mais quand même, on aura une petite pensée pour les 3 autres associations. Donc, lancez-vous, vous serez récompensés. Et donc, cette 3e association, Aurélie, les médecins solidaires, Clémence Laboré est avec nous, médecin, aujourd'hui pour en parler. Oui, exactement. Clémentine. Clémentine. Ah, Clémentine. Ah, bah, voilà. Clémentine Laboré, excusez-nous. Elle réagit pas, mais c'est normal, elle s'appelle Clémentine. C'était pour voir si vous écoutiez, en fait. Écoute, j'écoute. Donc, qui fait partie de ces gens qui s'engagent en France, puisque Clémentine a rejoint Médecins Solidaires. Et l'idée de Médecins Solidaires, c'est, en fin de compte, c'est votre slogan un peu chez Médecins Solidaires, c'est de demander peu de contraintes à beaucoup de médecins, plutôt que de demander beaucoup de contraintes à peu de médecins. On le sait, désertification médicale, il y a des endroits en France où il n'y a plus du tout de médecins. Et Médecins Solidaires est arrivé et apparemment, ça marche bien. Et alors, dites-nous un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est? Parce que je pense qu'on peut... où est-ce que c'est déployé surtout, c'est important. Voilà. Pour résumer, quoi de neuf, docteur? Alors, Médecins Solidaires, donc c'est un collectif de médecins généralistes qui propose donc de venir passer une semaine d'exercice dans un désert médical rural. Pour l'instant, on a ouvert le premier centre à Agen, dans la Creuse. Il a ouvert le 30 octobre 2022. Pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Alors, je dis bien, il y a un Agen, A-J-A-I-N, dans la Creuse, à ne pas confondre. Elle ne s'est pas trompée, c'est pas dans le Lot-et-Garonne. Absolument. Ce n'est pas le même Agen, exactement. Et donc, on a ouvert le premier centre. On est ravis. On a actuellement plus de 800 patients qui ont demandé au centre d'être leur médecin référent, ce qui montre bien l'urgence qu'il y avait à se déployer dans ce genre de territoire et le nombre de patients qui n'avaient plus de médecin traitant. On est très content parce que le retour des patients est excellent, le retour des médecins est excellent également. Le planning sur Agen est complet jusqu'à fin 2023. On ouvre le prochain centre à Bellegarde-en-Marche, qui est à quelques kilomètres d'Agen, mi-juin 2023. Et là, vous faites comment? Vous venez installer un cabinet? Alors, ou vous installez dans les locaux d'une municipalité? Alors ça dépend, on s'adapte en fonction du lieu. À Agen, il y avait plus de médecins parce que le médecin qui était parti à la retraite 2 ans auparavant exerçait dans sa maison. Donc on a tout monté, on a apporté un cabinet modulaire. Qui fonctionne bien et par exemple en fait on s'adapte au niveau des territoires. À Bellegarde-en-Marche, il y avait un grand centre de santé de 200 mètres carrés qui avait été créé en espérant attirer un médecin, ce qui n'a pas fonctionné finalement, et donc on s'installe là-bas. Clémentine Laboré, pour qu'on comprenne bien, est-ce que ça veut dire que tout au long de l'année vous avez des médecins qui se relaient semaine après semaine, c'est ça? Exactement. Ouais, donc ça veut dire que déjà dans cette commune-là, ça veut dire que le désert médical est en train de réduire, il faut maintenant le déployer dans d'autres villes. Exactement. Là, le but, ça va être de se déployer un peu ailleurs, de sortir de la Creuse, éventuellement. Enfin, évidemment, on ne compte pas rester qu'en Creuse, et d'aller partout dans les territoires où c'est nécessaire. Mais qu'est-ce que vous leur apportez? Vous organisez tout pour ce médecin, pour que lui n'ait plus qu'à finalement accomplir son métier? Exactement. Tout est fait pour que la pratique médicale soit la plus agréable possible. Le médecin est bien attendu, bien accueilli. On lui met un véhicule de fonction pour faire ses visites à domicile, par exemple. On a des assistantes qui s'occupent de tout ce qui est administratif afin de décharger du temps médical et qui se concentre uniquement sur sa pratique. Est-ce que vous faites tout, on va dire en spécialité ou presque tout, médecin généraliste, médecin spécialiste, on peut faire un peu tout? Alors pour l'instant, le dispositif ne s'adapte qu'aux médecins généralistes, mais on a des spécialistes qui nous sollicitent, donc pourquoi pas voir dans le futur comment organiser ça avec les spécialistes. Oui, Stéphane Pellet. Donc je m'inquiétais surtout du fait que peut-être vous vouliez qu'on continue à présenter cette association d'ici quelques minutes, donc je vous faisais signe en vous disant les médecins sont prêts encore à parler tout à l'heure. C'était pour la pause. C'est bien, vous surveillez le timing pour la pause publicitaire. Mais il nous reste du temps. Il nous reste du temps. Absolument, il nous reste du temps. Pour les médecins, comment finalement comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une plateforme? Est-ce que pour tous les médecins qui nous entendent, est-ce que vous les sollicitez
par le biais de peut-être de la Fédération des médecins de France? Comment ça se passe? Alors chaque médecin est libre de nous rejoindre. Il y a justement un système qui s'est mis en place avec une plateforme pour qu'ils puissent se présenter en tout cas à nous, pour qu'on puisse derrière les rappeler et les emmener dans le système. Et aujourd'hui, il y a combien de médecins engagés déjà? Pour l'instant, il y en a 45 qui souhaitent revenir pour la plupart. Donc le planning est plein sur Agen et on est en train de monter Bellegarde. Est-ce que parfois vous faites appel à des médecins retraités Bien sûr. qui disent moi j'ai un peu de temps, les petits enfants c'est très bien mais je peux en profiter et j'ai envie de vous filer un coup de main? Tout à fait, les médecins retraités ils font exactement partie de nos médecins qu'on vise. On vise parce qu'il y a bien sûr des gens installés. Alors il y en a qui nous rejoignent, même si c'est peut-être plus difficile pour eux, mais il y en a. Et puis les médecins remplaçants, les jeunes médecins retraités, tout ce pool de médecins mobilisables. Ils sont payés comment? Est-ce que ce sont des gens qui sont salariés ou finalement la consultation Ils sont salariés pour une semaine. Pour une semaine. Et autre chose, il y a toujours un problème de spécialistes aussi dans ces déserts médicaux. Là, on parle de médecins généralistes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut déployer aussi sur d'autres spécialités? Alors ce serait l'idéal. Là pour l'instant, Médecins Solidaires ne s'adresse pas encore en tout cas aux spécialistes. Mais oui, évidemment, il y a aussi un manque dans les déserts. Et alors les patients, ils le vivent comment? Parce que c'est vrai qu'on a la culture du médecin de famille, surtout dans les campagnes, dans les villages, même dans les petites villes. Je le vois moi. Donc pour le coup, ils le ressentent comment? Il y a une bonne perception. Ils sont enfin heureux d'avoir plein de médecins à leur côté. Pour l'instant, alors on avait très peur justement de ce regard du médecin qui change chaque semaine et du retour des patients. Pour l'instant, on est vraiment très content parce que finalement, il n'avait plus de solution, il n'y avait plus de médecins du tout. Donc finalement, il y en a plein qui se disent pourquoi pas. Et en fait, ce dont on avait peur initialement que ce soit une faiblesse, on se rend compte que c'est pas mal. Il y a quand même beaucoup de continuité dans le dossier. On échange à chaque relais évidemment pour qu'il y ait de la continuité dans les soins. Et les patients sont vraiment très contents. On a donc beaucoup de bons retours. Et moi, quand j'étais à Agen, le nombre de patients qui me disent mais merci de venir nous soigner, c'est incroyable. On vous attend comme le Messie, en clair. Exactement, ouais. Enfin, avec un E à la fin, évidemment. Pas comme celui du PSG. Clémentine Labouré, vous voyez, moi je me trompe pas de prénom. Vous faites appel, par exemple. De ce garçon, non, mais il y avait une faute sur le conducteur. Vous êtes jeune médecin, on peut le dire. Oui. Est-ce que vous allez solliciter les jeunes en fac de médecine qui sont en fin d'études pour dire écoute, nous on a fondé une association, on a une association qui va faire de la médecine sur le terrain en zone rurale, rejoignez-nous quelques jours par an? Pourquoi pas. Pour l'instant, c'est difficile d'intégrer les internes. Oui. Pour les droits d'auteur, c'est très bien, je prends. Pour l'instant, on ne peut pas encore accueillir des internes, mais je pense qu'à long terme, ce serait un projet qui serait intéressant de développer. Ouais. Stéphane Pellet. Moi, je voulais juste dire que je suis très fier que vous soyez en tous les cas dans ce trophée, parce que parmi la centaine d'associations dont on a parlé tout à l'heure, il y en a 4, et je trouve que c'est un très très beau projet, parce que franchement, ça c'est accroché au territoire. Et saluons au passage ceux avec qui vous avez travaillé pour monter tout ça, l'association Bouge ton coq. Vous savez, on en avait parlé ici. Ma passion, Bouge ton coq. La passion. Donc, on a besoin de commerce, de proximité, de médecins de proximité. Et je trouve ça génial, ça veut dire que le territoire se bouge, vous apportez une réponse, il fallait y penser quand même, à des médecins qui viennent passer une semaine, voilà, donc c'est génial. Alors vous restez avec nous, on fait une petite pause, Clémentine Labouré, médecin solidaire, on adore cette association. Aujourd'hui, le vote est ouvert sur notre page, en tout cas sur notre site internet Sud Radio, les trophées Sud Radio de l'initiative citoyenne. Je vous invite à voter pour tout le monde. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Mais il en sortira toujours un. Et on revient dans un instant avec nos amis. À tout de suite. En tout cas, avec ces deux-là, c'est pas qu'ils bougent la France. Elle est secouée dans tous les sens. Ça me rappelle une pub. Secouez-moi pour mélanger la pulpe d'orange. Tremble avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros. Orange Vélodrome. Encore merci. D'ailleurs, c'est le G500 citoyen, c'est le 8, 9 et 10 juin. Et c'était très important, en tout cas pour nous, aujourd'hui, de les avoir rejoints avec ce trophée Sud Radio de l'initiative citoyenne et cette troisième association dont on parle aujourd'hui, Médecins Solidaires. Clémentine Labouré est avec nous. Elle est elle-même médecin, jeune médecin, mais elle-même médecin. La question des problèmes des déserts médicaux, parce que c'est de cela dont on parle aujourd'hui, c'est effectivement de faire revenir des médecins d'une manière ou d'une autre, d'une façon plutôt intelligente, c'est-à-dire de tout organiser autour d'eux pour qu'ils aient envie de venir travailler. Mais est-ce que quelque part, derrière, on se dit, mais peut-être qu'il y a un médecin qui va se dire, finalement, moi je suis très heureux ici et je vais rester, et du coup on pourra déplacer entre guillemets la caravane dans un autre endroit. Mais tout à fait, c'est le
bonheur est dans le pré. Nous, on serait ravis. Et ça peut être bien évidemment que ça peut susciter des vocations et le fait de venir découvrir comme ça des territoires qu'on ne connaît pas, il y a peut-être un médecin parmi le nombre de médecins qui viennent. Je voudrais vous poser une question. Les déserts médicaux, c'est pas qu'à la campagne, c'est aussi dans les villes. Évidemment. Il y en a de plus en plus. Est-ce que vous agissez également en ville? Alors, on s'est concentré initialement sur la ruralité de par l'association justement avec Bouge ton coq qui œuvre dans les campagnes. Cécile est fan. Ah oui, non mais c'est une association que je leur avais proposée parce que je l'ai découvert. Bouge ton coq permet en tout cas de remettre dans des centres-villes des commerces de proximité. Et d'ailleurs, on le disait, quand il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de commerce. Quand il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de médecin. Donc tout ça va très bien ensemble. Ça va très bien. Il y a toujours des gens qui ont faim, il y a toujours des gens qui sont malades. Exactement. Voilà, et au niveau des financements, comment c'est financé tout ça en fin de compte? C'est les mairies qui vous appellent et qui vous disent là il y a un problème et il y a un financement de la municipalité, du département, de la région, alors il y a eu de l'ARS, à chaque projet médecin solidaire qui s'installe quelque part, on a de l'aide des collectivités, de l'ARS, de beaucoup de voilà. Et après en fait le but c'est que avec les revenus générés par les consultations, à terme les centres soient totalement autonomes. Autonomes, bien sûr. Merci en tout cas Clémentine Labouré, médecin, d'être venue, médecin solidaire, vous restez bien entendu avec nous. Et un appel. S'il y a des médecins qui veulent s'engager dans une cause humanitaire dans l'Hexagone, ça reste en France, ils peuvent aller sur www.médecinsolidaire.fr. Médecin avec un S et solidaire avec un S aussi. Voilà, je précise. Et même des spécialistes. Généraliste. Dans un premier temps. Mais voilà, spécialisé dans l'engagement. Voilà, comme ça. Ça s'appelle retomber sur ses pieds et sans se faire d'entorse. Et tac. Et vous restez avec nous et on va revenir sur cette belle association. Ça s'appelle Touti, passeur d'art. On fait une petite pause, notre ami réalisateur. On peut faire une pause. On va faire une pause comme ça. On va bien regarder. On va bien discuter avec Jean-Claude de Calonne qui est avec nous. Absolument. On va pas se tromper sur le prénom. Et vous allez voir que c'est aussi une très belle association qui mérite en tout cas d'être mise en lumière. On revient dans un instant, on fait une petite pause comme ça, voilà, on va boire un petit peu d'eau. Tout petit peu d'eau. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et ils sont avec nous tous les lundis, on est content de les avoir. On fait une petite famille avec nos amis Stéphane Pellet et Aurélie Gros du G500, tous les lundis à parler d'associations, de parler d'humain, parce qu'on parle quand même avant tout d'humain et de gens qui s'engagent, en tout cas à l'endroit de ceux qui sont un petit peu plus fragiles. Et nous, on est très contents. En tout cas, autour de la table est avec nous Jean-Claude de Calonne. Merci d'être avec nous ce soir, président de Touti, passeur d'art. Stéphane Pellet, il était aussi important de parler un peu culture. Parce qu'avec Philippe David, ça commence à bien faire. Oui, le foot, ça suffit. Donc, bonsoir Jean-Claude de Calonne. Donc, on est très fiers de vous avoir ce soir parce que justement, on voudrait aller contre cette image toute faite et notamment que la culture, notamment alors les orchestres, parce que c'est quelque chose qui est votre spécialité. Vous faites naître des orchestres avec notamment des enfants. Ce serait une affaire de culture élitiste. Ça ne concernerait pas tout le monde. Bah si, votre projet Passeur d'art, c'est justement ça. Donc vous pouvez nous raconter comment ça a commencé déjà? Très peu d'enfants ont accès à une pratique artistique en fait. Donc c'était avec ce constat, moi j'avais fait un voyage tout d'abord au Japon et j'avais constaté que tous les enfants du pays faisaient de la musique à l'école. Et il n'y a pas de conservatoire au Japon. On est complètement surpris de ça. Et puis, mais par contre, dans toutes les écoles du pays, on fait tous les jours les fondamentaux de l'éducation sont musique, danse, peinture, poésie. Ah, c'est génial. C'est beau. Donc, génial, oui. Et avec ça, eh bien, il se trouve qu'il n'y a pas un seul cas de d'illettrisme au Japon. Ah oui. Donc, oui. On ferait bien de s'en inspirer. On ferait bien de s'en inspirer parce qu'on a des territoires où on dépasse les 20%. Même chez les animateurs. Attention. C'est une cause sérieuse. Allez-y, pardon. Il passe des choses. Et donc, de retour à Paris, j'ai voulu faire le point pour savoir combien d'enfants en France avaient accès à une pratique musicale. Et j'ai fait le tour avec les gens qui étaient mes confrères, puisque moi je suis luthier.
et luthier en instrument avant. C'est un luthier un peu spécial. Ouais. Ah oui. Mais je suis installé rue de Rome. Je suis installé rue de Rome avec les autres luthiers cordes. Et puis donc j'ai remué un petit peu tous ces gens-là pour leur dire écoutez, je pense qu'il y a très peu d'enfants qui ont accès à la musique en France. Surtout, il y a des quartiers où il n'y en a pas du tout qui peuvent avoir accès à ça, alors que ça pourrait leur faire certainement beaucoup de bien. Et donc ils m'ont suivi un petit peu au départ, et puis on a fait un calcul, et puis on a constaté à l'époque, c'était en 2000, ouais. En 99 exactement, et on a fait les comptes, et il y avait moins de 3% d'enfants qui faisaient de la musique en France. Donc ça a sensibilisé comme ça ce groupe de gens qui faisaient partie de la facture instrumentale. Est-ce que la flûte, telle qu'on le faisait quand on était jeune, ça compte ? Quand vous la flûte au collège, la flûte avec la flûte. Oui. Bah, ça a disparu aussi. Ça a disparu, c'est complètement interdit maintenant. Ah bon, mais pourquoi ? Ah oui, c'est interdit parce que un inspecteur général de l'Éducation nationale a décidé que c'était complètement déplacé, qu'il fallait interdire les instruments de musique à l'école. C'est hallucinant. Oui. Ah oui, effectivement. Oui. Pourtant, un grand philosophe, Nietzsche, disait que sans musique, la vie serait une erreur. Exactement, mais c'en est une. Pour qu'on comprenne bien, pardon, je vous coupe Stéphane Pellet, pour qu'on comprenne bien l'importance de la musique, quand vous parliez du Japon, chez les enfants, la musicalité, le fait d'abord de faire quelque chose, d'avoir une activité. Qu'est-ce que finalement la musique apporte aux enfants ? Ça apporte tout, ça apporte déjà ça conduit au respect. Ça conduit à respecter les autres, le chef d'orchestre, ses camarades et soi-même surtout. Faire quelque chose ensemble, ça veut dire que on va pendant toute la semaine travailler là-dessus. La cohésion. La cohésion, bien sûr. Il n'y a pas de différence dans nos orchestres. Il y a parfois des endroits où on fait de la musique et puis par exemple les petits violonistes ils se sentent un peu supérieurs à d'autres familles instrumentales ou autres. C'est absolument pas le cas dans les orchestres tout type passeurs d'art. Même celui qui a le triangle. Il a autant de valeur que les autres parce qu'il est largement aussi indispensable que les autres. Qui attend en général la toute fin de l'opéra. C'est comme ça que ça se finit. Ouais. Bon, ça c'est l'image, mais évidemment celui qui tape sur le triangle, il tape aussi sur autre chose. Allez, pour une fois, on va pas faire de cocorico parce que justement, vous nous le dites, on n'est pas très bon là-dessus, c'est simple. Et justement, l'exemple quasi mondial, il vient du Venezuela, avec un grand chef, Gustavo Dudamel, donc et son Sistema, et donc Sistema. Vous pouvez nous dire, parce que c'est vraiment la figure de proue de l'apprentissage. Alors c'est pas Gustavo Dudamel qui a inventé le Sistema, c'était son professeur, c'était son maître, c'était José Antonio Abreu, qui était une personnalité absolument incroyable, qui était musicien, qui était aussi économiste, et il se désespérait de voir les enfants qui traînaient dans les rues, qui n'allaient pas à l'école. Ça, c'était en 1975, et il a décidé à ce moment-là d'acheter des instruments et les mettre dans une école. Et puis, il a constaté, et le maire de la ville où il était aussi, ils ont constaté que la délinquance disparaissait immédiatement. Il faisait beaucoup de musique tous les jours dans cette école, et quand il a commencé, il s'est rendu compte qu'il y avait un concours d'orchestre d'enfants qui aurait lieu en Écosse 1 an plus tard. Il a décidé qu'ils allaient y aller avec un grand groupe d'enfants et puis d'aller gagner ce concours. C'est ce qui s'est passé. Donc pendant 1 an, ils ont travaillé beaucoup. Ils ont joué, ils ont répété tous les jours. Et puis ils sont revenus avec un grand prix. Et à partir de ce moment-là, il a dit aux gens qui l'accompagnaient, vous verrez que du Venezuela, on aura les meilleurs orchestres, les meilleurs chefs d'orchestre, on aura les meilleurs musiciens et on sera l'exemple mondial de la musique classique pour le monde. C'est fait. Les enfants, à partir de quel âge, justement, pour créer une appétence, il faut démarrer quand ? Ça peut commencer très très tôt. Là-bas, dans les projets, il y a des projets aussi dans les bidonvilles où ils sont allés chercher les mamans qui venaient tout juste d'accoucher, et puis ils les ont logées, et puis tout de suite la vie était musicale. Donc à partir de 2-3 ans, il y a une vraie activité. Alors si on est fasciné, on a tendance aussi à se dire, mais c'est quand même un peu trop beau ça. Donc dans un pays, la musique apparaît, la délinquance disparaît, mais comme ça, on a un petit exemple de ce qui se passe. Vous allez voir, écoutez. Au fur et à mesure de l'année, on se rend compte que avec le maniement de l'instrument et aussi le fait qu'ils se sentent plus responsables parce que leur instrument leur est prêté toute l'année. Et au sein de la classe, on sent que le comportement s'améliore et ça crée une forme de symbiose à l'intérieur de cette classe. Et je vois bien que dans le comportement dans la classe, on voit une nette amélioration.
Alors, de qui est-ce le témoignage ? C'est un enseignant, c'est ça, qui constate ? Un enseignant d'histoire-géographie. Histoire-géographie. Oui, tout à fait. Qui constate les bienfaits. De l'Orchestre de Bretagne. Ah, voilà. Mais vous êtes lié, c'est un système global, vous faites partie du Systéma Global, vous travaillez avec des gens en Europe, dans le monde, racontez-nous, parce que vous avez des parrains particulièrement précieux. Combien d'orchestres Combien d'orchestres à ce jour ? En France, pas beaucoup. On en a 4. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Et dans des quartiers plutôt difficiles et dans des villes. On voudrait en avoir. On est à Bondy, on est à Sannois dans le Val d'Oise, on est à Garges-les-Gonesse. Non, on a le système, c'est fini là-bas. On a commencé ailleurs. C'est à Bondy qu'on se développe. Le micro vous entend plus. C'est à Bondy qu'on se développe beaucoup. Et puis en Bretagne aussi, donc à Fougères. Et d'ailleurs, on aura un grand orchestre qui viendra le 3 juin aux Champs-Élysées pour jouer pour la célébration de la flamme à l'Arc de Triomphe. Ah, c'est génial. Ils seront 200. 200. Il y aura 120 musiciens et 80 choristes. Et aujourd'hui, en moyenne, les orchestres, c'est combien d'enfants ? Nos orchestres, oui. C'est 600 enfants. 600 enfants ? Oui. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'enfants en fait. Et comment ça se passe ? Parce que les instruments de musique, c'est pas à vous qui êtes luthier que je vais l'apprendre. C'est assez onéreux. Comment ça se passe pour le financement pour les enfants défavorisés ? Surtout qu'on veut pas leur donner n'importe quoi. On va pas leur faire venir des instruments qui valent rien et qui vont plus fonctionner au bout d'un moment. Il faut que ces instruments soient de qualité pour que ça puisse fonctionner. Et donc, on se débrouille, on trouve des mécènes, on est en recherche permanente. C'est parfois très dur. Et puis, parfois, une ville peut accompagner... À Bondy, vous avez un mécène qui est une star planétaire. Oui, il l'a été. Il est très bon flûtiste, je crois. Il a fait 6 ans de flûte traversière, oui, effectivement. Vous pouvez dire son nom, hein. Kylian Mbappé. Absolument. Ouais, Kylian Mbappé, quand il est revenu avec sa Coupe du Monde, c'est notre orchestre avec des enfants qui avaient 8 ans qui l'ont accueilli pour lui jouer la Marseillaise. Et c'était extrêmement touchant. Oui. Ah oui, c'est génial. Je résume. Quand il y a orchestre, il n'y a plus de délinquance. Et avec un flûtiste, il y a titre de champion du monde. Voilà, c'est ça, bien résumé. Et de vice-champion du monde. Il faut du temps. La musique, il faut du temps pour démarrer forcément dans un orchestre, pour choisir un instrument, quel que soit, parce que là, forcément, trompettiste, violoniste, ça se fait pas en un jour. Comment ça se passe avant de rentrer dans cet orchestre pour leur apprendre, justement? Eh bien, le jour où on rentre dans l'orchestre, on a un instrument dans les mains et on joue déjà ensemble. D'accord. Voilà. Et généralement, dans nos orchestres, on fait au moins 10 concerts par an. Oui. Ah oui. Généralement, le premier concert, c'est au bout d'un mois. Voilà. Quel que soit l'instrument. Oui. Ah oui. Ah oui. Oui. Donc, tu galères à jouer au piano depuis des années. Mais oui, mais vous n'avez pas bénéficié d'un orchestre enthousiasmant où on a envie de jouer. J'ai 4 ans d'âge mental, je peux venir ou pas? Jeanne, vous êtes sacrément optimiste. On va y aller toutes les deux, on fera du 4 mains. Ouais, c'est ça. Non, on impose qu'un système qui commence, ça doit être 6 heures par semaine. Cette intensité. Ah oui. C'est grâce à cette intensité que l'enfant se sent évoluer vite. C'est comme ça qu'il a envie de revenir et qu'il adhère au projet. C'est vrai que si on ne sait pas jouer tout de suite, c'est effectivement, même les adultes, on finit par lâcher le... Si on fait 20 minutes d'instrument par semaine et puis qu'on n'en fait pas de la semaine, évidemment, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Alors, dans ce domaine, je suis béotien. Par exemple, il paraît que le violon, c'est extrêmement difficile par rapport à d'autres instruments comme la flûte. Alors vous êtes luthier, vous savez mieux que moi. C'est pas trop dur quand un instrument est très compliqué d'arriver à motiver un gamin, parce que c'est dur d'arriver à faire une portée, quoi. Écoutez, nous on a eu un projet qui s'est développé. Il y avait 25 enfants et le professeur, c'était un Vénézuélien qui avait été avec le maestro Abreu depuis le départ. Au départ, donc c'était quelqu'un qui avait de l'expérience. Il avait donc ces 25 enfants. Il y avait des violons, des altos, des violoncelles et des contrebasses. Et au bout d'un mois, il y a le mécène qui nous avait qui nous avait permis d'acheter les instruments, qui nous a demandé si on pouvait faire une prestation. Et le deuxième jour où ils avaient commencé, j'avais demandé au professeur, il m'avait dit c'est un défi ça, mais d'accord, on fera une prestation dans un mois avec ces instruments-là. Ils ont vraiment touché tout le monde. C'était vraiment très 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 émouvant et ça fonctionnait bien. Et ces enfants-là, au bout de 3 mois, ils savaient lire la musique en la solfiant. C'est-à-dire qu'on leur mettait une partition devant les yeux, ils étaient capables de la chanter. Donc voilà, c'est quelque chose qui se passe pas dans plein d'autres endroits, mais ça fonctionne bien parce que l'enfant se sent tellement évolué qu'il a envie d'y aller.
C'est génial. Et je crois que les enfants choisissent leur instrument, ou du moins émettent un souhait sur l'instrument qu'ils aimeraient jouer. Oui, alors c'est intéressant de voir le regard de l'enfant, parce que c'est pas des enfants qui vivent au milieu d'instruments, et ils sont dans des quartiers défavorisés, il faut le rappeler quand même, donc ils ont pas, ça coule pas de source d'aller jouer du violon ou de la flûte traversière. Donc ils choisissent, Oui, mais parfois c'est dans une famille quand même, parce que parfois quand on va développer un projet, il y aura un professeur plutôt spécialisé sur les cordes ou sur les vents, et donc on va choisir cette famille d'instruments, et l'enfant va choisir, si c'est les vents, entre les flûtes, les clarinettes, les saxophones, les trompettes. Et là, il va quand même choisir, oui. Et ils sont fiers, donc. Et depuis le temps que vous faites ça, est-ce qu'il y a des enfants qui, à un moment donné, sortent du lot vous vous dites, là, il y a des petits virtuoses et on pense que ça va aller très très loin. Écoutez, l'idée, c'est pas de les transformer en virtuoses. L'idée, c'est qu'ils passent un bon moment avec nous et qu'ils progressent. Et puis qu'ils aillent mieux dans leur environnement. Non, pas les transformer, mais peut-être que naturellement, effectivement... Bien sûr que sur le lot, on en trouve, bien sûr, il y en a quelques-uns qui se détachent de ça. Par exemple, on est à Bondy, et je crois que cette année, on a 7 enfants qui sont sortis de nos rangs, qui sont entrés en CHAM. C'est quoi un CHAM? CHAM, c'est la classe horaire aménagée musique. Ah, c'est génial. Donc voilà. Et donc peut-être certains feront le conservatoire. Ça veut dire qu'ils ont envie de continuer. Généralement, nos enfants ont beaucoup envie de continuer. Il n'y a pas tellement d'abandon. Eh ben moi je dis un grand bravo, merci beaucoup. Pour envisager de faire un orchestre des vraies voix. Oui, absolument. Et rappelez peut-être le site pour les dons, si des personnes veulent faire des dons. Alors c'est www.touti passeur d'art, passeur au pluriel et art aussi. Et Touti, T-U-2-T-I. Merci beaucoup Jean-Claude. Vous ne nous avez pas fait bapper le Mozart du football. Non. J'ai pas osé, mais c'est vrai qu'il a un côté Mozart et je suis un fan. Si vous pouvez nous organiser une rencontre, j'apprends la flûte traversière. Et moi j'aurais dit flûte, il nous l'a pas fait. On essaie de développer aussi des projets dans les hôtels sociaux. Et là, on va développer des projets de chœur, parce qu'on a terriblement envie de développer ça. Et donc, on a commencé à travailler avec le SAMU social, qui est très très présent dans ces hôtels sociaux. Et là, je pense qu'on va réussir à faire chanter beaucoup de gens. Dans le bon sens du terme. C'est une association, c'est pas du pipeau. Jean-Claude de Calonne, merci d'avoir été avec nos présidents de Touti Passeurs d'art. Dans un instant, un coup de cœur sur une association. On parle des képis Pescalune et on va parler des gendarmes aussi et de leur famille. À tout de suite. Petit rappel pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, on parle des trophées Sud Radio à l'initiative citoyenne, justement les vraies voix citoyennes et le G500, le sommet citoyen, organise un énorme concours, un très gros concours pour élire des associations, en tout cas où nous étions avec Médecins Solidaires il y a quelques instants. Vous pouvez aller sur notre page, en tout cas sur notre site internet Sud Radio, et vous pouvez voter parmi les 3 propositions qui ont été faites. La semaine prochaine, il y en aura une 4e. Guérir en mer, ça s'appellera. Guérir en mer la semaine prochaine. Joli, hein. Et on pourra à l'occasion du 8, 9 et 10 forcément les récompenser d'une manière ou d'une autre. On connaîtra le gagnant, même si elles seront de toute façon toutes gagnantes. Aurélie Gros. Le trophée qui sera remis par l'excellentissime, magnifique, je peux citer son nom. Absolument. Ou pas, Cécile, je ne sais pas si vous connaissez Cécile de Ménibus. Ah, j'adore cette fille. Elle est géniale, vous pourrez la rencontrer en chair et en os. Oui, bien sûr. Et tu pourras peut-être manger avec. Alors, t'imagines, royal. Et donc, elles seront récompensées, effectivement, évidemment, par l'excellentissime Patrick Roger, absolument. Le grand patron. Ça y est, on a fini de s'auto-congratuler. Non, mais c'est important, quand une radio porte un trophée comme celui-là, veut mettre en avant des citoyens, c'est pas partout qu'on voit ça. On n'entend pas assez parler des belles choses en France qui se passent. Vous avez bien raison. Et donc, on évoquait tout à l'heure, il y a quelques instants, Touti Passeurs d'art, l'orchestre, un outil social au service des territoires pour favoriser l'épanouissement des jeunes, ce qui est important de le dire aussi. Et Jean-Claude de Calonne en parle avec beaucoup de tendresse, et surtout, je peux vous assurer que ça va faire du bien à nos petits jeunes. Et puis un coup de cœur avec Lise Côme qui est avec nous, présidente des képis Pescalune, en direct avec nous. Merci, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Des bleus dans les yeux, une manifestation magique et féerique pour les enfants, Aurélie. Oui, qui a eu lieu il y a quelques
quelques jours maintenant, c'était au mois de mai dernier, et on voulait revenir un petit peu sur cette manifestation qui a été grandement soutenue, dont on a vu beaucoup de publications, et voilà, avoir un peu votre ressenti, quelle sera la suite Rappelons ce que c'est, des Képi Pescalune. Oui, c'est une association qui vient en aide aux enfants, aux familles, soit endeuillées, soit touchées par la maladie, donc chez la grande famille des gendarmes, la maison de gendarmerie, que Cécile connaît bien. Et c'est vrai que votre action pour tous ces enfants s'est concrétisée là par une dernière manifestation, donc on voulait que vous nous en parliez, et je sais qu'on va avoir aussi le témoignage d'une famille qui était présente, Salia Béliard. Donc bonjour Lise déjà. Comment ça s'est passé? Il y avait du monde? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors le projet s'appelle Du bleu dans les yeux. C'est la 3e édition, et cette année on les a amenés, comme on vous l'avait expliqué la dernière fois lors d'un précédent passage, sur les bords de la Grande Bleue. Les petits bleus sont allés voir la Grande Bleue. Nous les avons amenés à Fréjus et à Monaco sur un long week-end, le week-end du 5 au 8 mai. Nous avions donc 90 orphelins de la gendarmerie, dont le papa ou la maman est décédé en service. On n'était pas à moins de 160 personnes avec les bénévoles et la maman ou le papa. Et on a passé un week-end vraiment magique. Et forcément, vous les accompagnez tout au long de l'année. Ça n'est pas juste un événement, en fait. C'est un soutien quotidien. Enfin, en tout cas, de long terme. C'est la 3e édition qu'on mène sur ce projet, qui s'appelle donc le projet du bleu dans les yeux. Mais on a des petites actions aussi, comme le Rêve de Large ou Rêve de Cime. C'est des petites actions en plus petit comité avec peu de familles où on peut échanger, plus se retrouver. Là, vraiment, sur ce week-end à Monaco, on a trouvé beaucoup de temps libre, beaucoup d'échanges, et on se rend compte qu'on a vraiment créé une famille. C'est très très compliqué de les quitter d'ailleurs. Il y a beaucoup de pleurs quand on se quitte, mais voilà, on a créé un groupe WhatsApp, on reste en contact, on se souhaite les anniversaires, on se soutient. C'est vraiment la famille du bleu dans les yeux. Et on a une famille avec nous. Bonsoir Salia Béliard. Bonsoir tout le monde. Vous êtes donc maman de 2 orphelins de la gendarmerie, et vous voulez témoigner de ce qu'ont fait les Képi Pescalune pour vous et votre famille. Oui, bien sûr. On vous écoute. Alors en fait, on fait partie de la première édition, donc depuis 2019. Donc c'est avec grande émotion que je parle ce soir. Merci Salima, en tout cas merci de parler. Je sais que c'est très compliqué pour vous, puisque c'est une situation très 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 difficile. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse 2 secondes et qu'on reprenne avec... Non, pas du tout. Ça va, allez-y, on vous écoute. On vous écoute. Donc c'est une famille extraordinaire, c'est une famille de cœur pour nous. Oui, c'est une famille de cœur. Oui, ils font énormément pour les enfants. Vraiment, c'est heureusement qu'on les a, on va dire. Juste pour rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre, forcément, le papa de vos 2 enfants n'est plus là aujourd'hui. Voilà, il est décédé en 2018. Et on fait partie de la première édition du bleu dans les yeux. Donc on a connu Christophe et Lise à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on est devenu une famille, on va dire une famille de cœur, puisqu'on se soutient tous. Quand on se voit, on sait pourquoi on est là. Les enfants savent aussi pourquoi les enfants sont dans cette situation et pourquoi ils sont réunis. Donc voilà, donc pour nous c'est toujours un moment d'émotion quand on se quitte, parce que c'est vrai que c'est une famille extraordinaire et on se voit une fois dans l'année. Donc voilà, c'est... Mais Salia, vous suivez, c'est ce que disait il y a quelques instants Lise, c'est-à-dire que vous suivez aussi par WhatsApp, ça veut dire qu'on... Oui, exactement. Pour les enfants, c'est important. On a un groupe où on se souhaite les anniversaires, on se souhaite, on s'envoie des petites photos de chacun, des fois des événements qu'on fait chacun dans notre région. Donc c'est un partage quotidien, on va dire, parce que les anniversaires, on en a quasiment régulièrement tous les jours. Et les week-ends qu'on passe des événements, nous on voit aujourd'hui, on est à La Rochelle, donc on a les champions du rugby, donc du top 14. Donc on a partagé ce week-end sur le groupe la Coupe d'Europe, voilà, parce qu'on y était en direct, on y était sur place, donc on a vu les joueurs, donc on a partagé ces moments-là. Donc c'est des petits moments chacun. Moi je partage aussi un peu de photos de notre région, de la
la Charente-Maritime. Ça permet de garder des liens, garder contact et puis avoir des nouvelles de chacun et de chacune quand il y a besoin. Et puis surtout quand on n'a pas trop le pas le moral, mais quand il y a des moments où vraiment on sent qu'il y a des familles. Voilà. Liscom, c'est quand même très beau ce que vous avez fait avec les képis Pescalune, beaucoup d'émotions qui ressort. Je vous dis, c'est une famille extraordinaire, vraiment. Est-ce que ça a aussi l'importance aussi de dire que d'abord on n'est pas seul, ensuite on partage forcément les mêmes problèmes avec d'autres familles, hein, que ce soit des papas qui restent tout seuls ou des mamans. C'est vraiment un partage, c'est cette famille qui, comme je vous dis, on sait, les enfants savent pourquoi ils sont là, ils sont pas tout seuls. Nous les mamans, le papa, le parrain qui est aussi présent parce qu'il y a un parrain aussi qui accompagne son filleul que je connais moi depuis le début. Donc c'est vrai que c'est des gens qu'on revoit. Moi j'ai retrouvé des gens que j'ai connus sur les différents postes de mon conjoint. Donc du coup c'est qu'on se retrouve dans des moments on se retrouve et puis on sait pourquoi on est là en fait. C'est vrai que c'est un soutien et comme je dis on remerciera jamais les képis tellement ils font énormément pour les enfants. C'est ça qui est beau en fait. C'est vraiment c'est un moment de partage très 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 fort vraiment. On le sent, Salia. On sent en tout cas, Salia Belliard, merci en tout cas pour ce magnifique témoignage et la maison gendarmerie, formidable maison aussi. Merci beaucoup Liscom, présidente des képis Pescalune, pour ce que vous faites pour ces gens et ces familles qui s'engagent dans les parents en tout cas sont sur le terrain et veillent à notre sécurité en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Aurélie. Merci Stéphane Pellet, merci Philippe David, même si vous n'avez pas fait grand-chose. On vous retrouve lundi prochain. Allez, on plaisante. On vous retrouve lundi prochain. Dans un instant, le trompettiste, notre trompettiste de Sud Radio, excellent trompettiste, Yvan Cuchus. Qui reçoit Cyril Mokayesh, Jean-Claude Barins et Marvin Marchand. Mais tout de suite, votre argent, conseil de famille. Nous, on se retrouve demain, 17h. À 17h. Salut, bonne soirée. Merci aux équipes Sud Radio. À demain, salut.